Bienvenue dans les mots du silence. Je m'appelle Christelle Bobel et je vous accompagne vers une reconnexion à la douceur. Dans ce podcast, vous allez entendre le chemin de reconstruction de personnes qui ont traversé des moments de vie difficiles pour montrer comment on peut se relever de tout. L'objectif est d'apporter une lueur d'espoir quand on traverse la tempête, de mettre en lumière des parcours qui vont redonner un sens quand on se sent submergé par la douleur. J'ai voulu cet espace protecteur comme une possibilité d'entendre parfois l'indicible, mais surtout pour parler des vulnérabilités qu'on n'ose pas toujours raconter. Ici, les histoires peuvent se déposer sans crainte et sans la peur de dire. Parfois, certaines seront difficiles à entendre, alors prenez celles qui résonnent pour vous, dans le respect de qui vous êtes. Je vous souhaite de tout mon cœur de vous sentir enveloppé dans cette parenthèse que nous avons créée pour vous. Bienvenue à nos côtés, entourés de nos voix, de nos émotions, de nos silences quelquefois, et surtout, de tout l'amour que nous avons essayé de vous transmettre. Toute cette histoire m'a un peu explosé au visage il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je suis victime de ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Et c'est suite à une rupture après une relation toxique que je suis allée voir un psychiatre parce que je suis tombée en dépression, et c'est à ce moment-là que mes parents m'ont révélé ce qui s'était passé quand j'étais petite. Parce que tes parents étaient au courant? Oui. Ouais. Et en fait, ils ne me l'avaient pas dit jusque-là parce qu'ils n'avaient pas trouvé le bon moment, mais il n'y a jamais de bon moment pour apprendre ce genre de choses-là. Et comme ils me voyaient sombrer à cause de tout ça, ils se sont dit que c'était peut-être le moment d'en parler, que j'étais suivie et que je ne serais pas seule avec ça. Comment t'as reçu ça? Difficilement. Est-ce que t'arrivais à croire que c'était vrai ou pas? En fait, j'arrivais pas à me réapproprier mon histoire parce que s'en souvenir, c'est très compliqué. En plus de ça, évidemment, tous les liens avaient été coupés, plus de photos, enfin absolument rien à quoi me rattacher. Donc j'ai posé des questions, mais d'un autre côté, c'était compliqué parce que j'avais pas envie de faire mal à mes parents en posant des questions, en remuant le couteau dans la plaie. Et puis j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai rassemblé les pièces du puzzle, j'ai voulu retourner sur les lieux où ça s'était passé, rencontrer ces personnes, enfin voilà. Et ça, tu l'as fait du coup? T'es retournée les voir? Ouais, en fait, comme ils étaient déjà assez âgés à l'époque, je voulais déjà savoir si c'était toujours là. Donc je suis allée à l'adresse où j'étais gardée parce que je savais que... ils y habitaient encore pour moi. Et en fait, quand j'y suis allée, le locataire avait changé, mais j'ai eu la chance qu'il soit très bavard. Donc, j'ai appris que ce monsieur était décédé et que ma nourrice était dans un EHPAD. Voilà, et j'ai eu le numéro de téléphone de leur fils aussi. Et du coup, t'as contacté... Qu'est-ce que t'as fait après ça? En fait, du coup, j'ai mené mon enquête de mon côté pour savoir où était cette dame exactement. Mais aller la voir, ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense 1 an, entre le moment où j'ai eu l'information et où j'y suis allée. Et entre-temps, je suis allée porter plainte, tout en sachant qu'il n'y aurait pas de suite parce qu'il était décédé, mais c'était symbolique, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de porter plainte, malgré tout, parce que tu savais qu'il n'y aurait rien? Déjà, il y a une grande part grâce à mes parents, parce que je sais que ça leur a fait du bien à eux aussi, et c'est eux qui m'ont
qui m'ont poussée mais qui m'ont soutenue. Ils ont été là le jour où j'ai porté plainte, voilà. Et puis aussi parce que depuis toujours, le sentiment d'injustice, de justice, c'est quelque chose qui a une grande part dans ma vie. Et je voulais que son nom soit quelque part, en fait, que quelqu'un sache ce qu'il avait fait, même si ça irait pas au tribunal, si ses enfants seraient pas au courant. Voilà. C'était symbolique. Comment ça se passe de déposer plainte? Comment ça s'est passé pour toi en tout cas? Avec le recul, ça me fait sourire parce que c'est très compliqué de déposer plainte, je trouve. Moi, j'ai eu la chance que ça se passe bien, mais déjà, on arrive dans le commissariat et au beau milieu de l'accueil, devant tout le monde, on vous demande pourquoi vous venez. Et c'est compliqué de dire pourquoi on vient quand il y a des oreilles indiscrètes tout autour et qu'on n'en a jamais parlé à personne et que, enfin voilà, c'est le premier pas dans tout ça. Quand à cette policière, je lui ai dit pourquoi je venais, j'ai vu qu'elle s'est décomposée et elle est allée appeler ses collègues qui étaient formés pour. Parce qu'en fait, elle a cru que j'étais mineure quand je me suis présentée à elle. T'as porté plainte il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi. D'accord. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'être prise en charge par la brigade des mineurs qui sont formés pour. Et en fait, il y a eu un petit malentendu du coup, parce que moi, je leur ai expliqué que j'avais aucun souvenir. Donc, je pourrais pas concrètement déposer plainte. Donc ils ont entendu mes parents séparément. Et la plainte a été déposée au nom de ma mère. Et pourquoi ça a été déposé au nom de ta maman? Parce que c'est elle qui a raconté l'histoire en fait, c'est pas moi. Mais du coup, 1 mois après, il y a le commissaire qui m'appelle et qui me dit c'est pas valide, il faut, comme votre fille est majeure, il faut que ce soit elle qui dépose plainte. Et là, je suis allée déposer plainte auprès de lui et là ça a été extrêmement violent. Pourquoi? Parce que la première fois j'avais été entendue, on avait reconnu mon histoire, on n'avait pas remis en doute une seule seconde ce qui s'était passé. Et lui, je suis allée dans son bureau, il m'a pas adressé la parole. Il écrivait sur son ordinateur, il lisait donc la plainte de ma mère. De temps en temps, il me posait une question pour être sûr qu'il avait bien compris ce qui était écrit, pour bien retranscrire. Mais voilà, tout ça dans un énorme silence. Et il m'a posé 2 questions à la fin et la seule dont je me souviens c'est est-ce que vous pensez que cet événement a eu des conséquences sur votre vie? Et j'ai été décontenancée face à cette question parce que déjà j'estime que c'est pas un policier de me poser cette question. Après je sais pas comment se passe une plainte en général, mais pour moi c'est pas... Ouais, ça relève plus d'un psychologue, voilà. Et là, pour le coup, dans ce qu'il disait, dans ce qu'il me renvoyait, ça remettait en doute mon histoire. Qu'est-ce que tu lui as répondu à cette question? Je pense que tout mon sang est allé dans mes pieds, vraiment... J'ai été choquée par cette question et je lui ai répondu que oui, ça avait eu des conséquences sur ma vie. Mais je suis pas plus allée dans les détails parce que je me sentais en territoire hostile en fait. J'avais pas du tout envie de me confier à ce moment-là. Et aujourd'hui, comment tu pourrais répondre à cette question?
s'il y a des conséquences sur ma vie, je pense que ce serait trop long de répondre à ça. Ce que j'en pense, c'est que j'ai construit ma vie autour de ça. J'ai créé des milliards de mécanismes de défense, de protection. Sans même savoir ce qui s'était passé, en fait. Ouais, et puis quand j'ai eu connaissance de cette histoire, en fait, j'ai refait le cours de ma vie qui n'est pas bien avancé, mais qui quand même a eu pas mal d'événements. Et ça me... Je me sentais vide, en fait, parce que je savais pas quels avaient été mes choix, mes vrais choix. Parce que, par exemple, j'ai fait une formation professionnelle dans la petite enfance. Je voulais aller dans la protection de l'enfance. J'avais fait un stage d'1 an là-dedans et vraiment, je m'épanouissais dans ce milieu-là. Je me sentais vraiment bien. Et ce genre de petites choses, je me dis, mais est-ce que c'est un choix ? Est-ce que ça a vraiment été un choix ou est-ce que c'est juste mon histoire qui m'a amenée là ? Pareil, ma première relation amoureuse, ça a été avec un pervers narcissique qui m'a encore plus détruite. C'est pas le genre de relation qu'on attire par hasard, quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette relation ? Avec cet homme, je l'ai connu, j'étais très jeune parce que j'avais 16 ans. Il en avait 13 de plus que moi. C'était une relation à distance parce que moi j'étais à Perpignan, lui à Paris. Et c'était épuisant. C'était du dénigrement insidieux tout le temps. Il allait à l'encontre de mes valeurs et j'arrivais pas à faire face à ça, à dire stop. Je savais que la relation était malsaine. Je savais qu'il y a mieux qui m'attendait ailleurs, mais j'arrivais pas à partir. Et puis, je savais que nos rapports conjugaux étaient pas très sains non plus. Et je me suis rendu compte, on va dire ça comme ça, rendu compte il y a pas si longtemps que ça qu'il y avait du viol conjugal derrière tout ça aussi. Ouais, c'était première expérience amoureuse qui a duré... on a été ensemble 2 ans, mais j'ai été sous son emprise pendant 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai juste pas du tout envie de faire rentrer qui que ce soit dans ma vie. Pourquoi ? Parce que je crois que j'ai encore des choses à digérer par rapport à ça. Et ce qui fait que je me sens pas capable de dire non aujourd'hui. J'ai très peur de me retrouver dans une situation similaire ou même d'être avec quelqu'un de très bien, mais qui est une situation où je n'arrive pas à dire non et que ce soit un engrenage en fait. Qu'est-ce que tu te dis de cette relation, du coup, après, avec le recul, que tu as reproduit finalement quelque chose que tu avais déjà connu, c'est quoi la conclusion que tu en tires ? Je sais pas si c'est de la reproduction, mais je pense que c'était un territoire connu en fait. La violence psychologique, le secret aussi, parce que pendant très longtemps, j'ai pas eu le droit de parler de notre relation à ma famille. J'étais tenue loin le secret. Sa phrase fétiche, c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Et je pense que si je dois faire le parallèle entre les deux, c'est tout le secret qu'il y a eu autour. Tous les non-dits, le silence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des mécanismes de protection que tu as mis en place ?
La première chose qui me vient, c'est le stress en fait. C'est un état de vigilance permanent. Être à l'affût de tout, être dans l'observation constamment. Et surtout s'adapter à qui on a en face. Soit s'écraser, soit montrer un peu les dents. J'ai besoin de savoir où je mets les pieds pour savoir comment je dois me comporter et comment je peux être bien et à l'aise dans la situation en fait. Ouais, donc, mécanisme de protection, c'est surtout l'hypervigilance et un grand besoin d'information en fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Depuis le jour où j'ai porté plainte, le 11 août 2017, il y a mon sentiment de faim qui a disparu. C'est-à-dire que je ne sens pas ma faim, je ne sens pas quand mon corps a besoin de se nourrir. Donc je me réfère aux heures en ce moment pour garder un rythme normal et sain. Il y a, dans les mois qui ont suivi, il y a le sentiment de satiété aussi qui a disparu et je me suis rendu compte de tout ça parce que je commençais je faisais des repas sans faim, j'arrivais pas à m'arrêter. J'avais pas faim, j'avais envie de manger. Et un jour, je me suis rendu compte de la quantité que j'avais ingurgité et c'est comme ça que j'ai un peu plus écouté mon corps et je me suis rendu compte que la faim avait disparu. Donc voilà, Et est-ce que c'est une difficulté de manger ou qu'est-ce qui se passe exactement? Ça dépend. Il y a des fois où je suis indifférente, juste je vois qu'il est midi, 1h, faut aller manger, voilà, faut se nourrir un petit peu. Il y a d'autres périodes où dès qu'on parle de nourriture, c'est des nausées, du dégoût de suite, mais où j'arrive quand même à manger correctement. Mais voilà. Vraiment, la seule explication qu'il y a, c'est juste indéniable. Ça s'est déclenché le jour où j'ai porté plainte. Et mes parents m'ont expliqué que quand ils m'ont retirée de chez ma nourrice, il y avait eu une période où je m'alimentais difficilement, où je me plaignais que la cuillère était trop grosse, que j'avais plus envie de manger. Et c'est tout ça du coup qui est inscrit aussi dans ton corps de façon insidieuse. Ouais. Je sais que j'ai déjà eu des périodes où je mangeais beaucoup parce que je me consolais avec la nourriture, en fait je me réconfortais comme ça. Ça a été notamment pendant mes études et pendant cette relation toxique. Et c'est aussi ça qui m'a mis la puce à l'oreille quand je me suis vue autant manger. C'était 1 an après la fin de mes études où j'avais réussi à perdre du poids, à reprendre une alimentation correcte, raisonnable. Quand je me suis vue retomber là-dedans, je suis ah non. Ah non, ça c'est pas possible. Donc c'est pour ça que maintenant je regarde un peu l'heure pour manger parce que si je m'écoute, faudrait que j'attende que j'ai la tête qui tourne, enfin qu'il y ait un signe physique quoi. C'est quoi la relation que tu as avec ton corps aujourd'hui? Après mes études, j'ai réussi à perdre 10 kilos. Donc ça m'a fait beaucoup de bien moralement. J'ai réussi à mieux accepter mon corps, à mieux être dedans. Après, j'en prends pas spécialement soin. Enfin, il est là, c'est ma machine pour me lever le matin et faire ma journée. Voilà. Il y a des... Après, c'est par période. Il y a des périodes où j'ai besoin de cocooning, de mettre des crèmes, ce genre de choses. Et il y a d'autres où je suis
tellement violente avec moi-même que juste mon corps, le toucher, ne serait-ce que pour se laver, sentir ma main sur mon épaule, enfin voilà, des choses bêtes comme ça, c'est pas possible parce que c'est de la haine, de la colère qui surgissent direct. Donc du coup, tu alternes un peu entre le fait de pouvoir faire du bien à ton corps et le fait de ne pas l'aimer du tout. Ouais. Après, j'arrive à être stable, on va dire, à être entre les deux, à en prendre soin sans trop en faire et pas... Enfin, voilà, je me suis jamais scarifiée ou ce genre de choses, mais... Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui sont vraiment difficiles pour toi? Par rapport à mon corps? Ouais. Bah, en fait, quand j'ai ces excès de colère, c'est pas tellement... C'est mon corps qui prend, mais c'est pas... Ça vient pas de mon corps, ça vient de ma tête, en fait. Il y a une situation ou des pensées qui sont là, qui tournent, qui me rendent folle et il faut que je me décharge quelque part. Et en général, ça se décharge dans la violence et jusqu'à présent, ça a été sur mon corps, mais comme ça pourrait être aller faire de la boxe, aller courir, voilà, chacun trouve ce qu'il peut. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je sais pas si ça en fait partie, je pense que oui, mais je suis une personne très introvertie. J'ai essayé en fait toute ma vie de me rendre invisible, de m'effacer. Alors, je pense que j'ai réussi dans ma scolarité parce qu'il n'y a pas un seul bulletin où on me dit pas que je suis timide et que je prends pas assez la parole. Mais je pense que j'avais réussi aussi dans ma famille pas à me rendre invisible, mais à être là, mais très discrète, surtout pas attirer l'attention. Comment ça s'est passé pour tes parents quand ils ont appris ce qui t'était arrivé? Est-ce qu'ils t'ont expliqué un petit peu? Ouais, ils m'ont beaucoup expliqué. En fait, ils s'en sont rendus compte parce qu'à l'époque, je commençais à poser des questions très étranges. Des questions qui n'avaient rien à faire dans la bouche d'une petite fille de 2 ans et demi. Comme quoi? Par exemple, ma mère qui était sous la douche et je lui demande ce que c'est. Elle me répond que c'est des poils et que moi aussi j'en aurai quand je serai grande. Et je lui ai répondu comme papy. Et papy, c'est le surnom que je donnais à cet homme-là. Je prenais des positions... j'écartais les jambes en disant... en croyant qu'on allait me faire des guinis à un endroit bien particulier. Je me plaignais d'avoir mal à la bouche, voilà, ce genre de choses qui cumulées ont fait qu'ils m'ont retirée de là tout de suite. Leurs soupçons ont été... ne sont pas restés à l'état de soupçon très longtemps parce que ils ont bizarrement pas été dans la défense du tout, alors que quand on vous accuse de ce genre de choses et que vous êtes innocent, la première des choses c'est de se dire innocent et que voilà, c'est... Mes parents pensent que j'ai pas été leur seule victime. Ils avaient une petite fille un peu plus âgée que moi, enfin voilà. Mais donc une fois qu'ils ont su tout ça, donc ils m'ont retirée immédiatement de là. Et ils ont été complètement démunis, donc ils se sont retournés vers des professionnels pour savoir quoi faire.
Ils ont vu une psychologue qui m'a aussi reçue et qui a replacé les choses en disant que déjà papy et mamie c'était que des surnoms qui n'étaient absolument pas des membres de ma famille et que ce qu'ils m'avaient fait c'était pas des choses à faire à une enfant. Là où je lui en veux, c'est qu'elle a dit à mes parents que maintenant il fallait plus m'en parler, il fallait me faire oublier. Donc il y a eu elle, il y a eu le pédiatre qui m'a examinée à l'époque. Et qui, pour moi, aurait dû envoyer une information préoccupante à la police, mais qui ne l'a pas fait. Il y a eu un médecin légiste, il me semble. Ils ont aussi appelé Enfance Maltraitée. Et toutes ces personnes-là leur ont répondu de me retirer de leur garde, de surtout ne plus me mettre en contact avec eux. Mais de ne pas porter plainte parce que ça pourrait se retourner contre mon père. Comment ça ? Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ces gens, mais c'est très souvent à la victime d'expliquer pourquoi elle a été victime et d'apporter les preuves, et je pense qu'il n'y avait pas assez de preuves. Plus de ça, c'était il y a 20 ans et la parole de l'enfant n'était pas du tout entendue comme elle est aujourd'hui. Et je sais pas, je pense que le silence, c'est la solution de facilité. Du coup, il n'y a pas eu de dépôt de plainte à ce moment-là ? Non. Comment ils ont réagi, ces gens qui te gardaient ? Est-ce que tes parents leur ont dit pourquoi ils te retiraient ? Ils les ont juste appelés pour dire qu'ils me retiraient de leur garde, du coup. Ensuite, c'est ma nourrice qui est venue rapporter des affaires que j'avais chez elle. Et c'est mon père qui l'a reçue. Elle a joué sur le tableau de l'incompréhension. Donc mon père lui a dit qu'elle savait très bien pourquoi ils me retiraient de leur garde. Et il lui a aussi dit de faire attention à sa petite fille, que ce genre de personnage-là, ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas, que ça avait pas de limite. Et elle lui a répondu oh, sa propre petite fille, vous croyez ? Voilà. Et quand ils l'ont eu au téléphone aussi, il me semble qu'ils ont eu son mari. Et que très vite, il a donné le téléphone à sa femme. Et que voilà, il y a eu du silence, du déni. Et après, tout lien a été coupé en fait. Ils se sont recroisés une fois en ville et puis après on a déménagé. Donc, Et du coup, t'as revu cette femme ? J'ai revu cette femme cet été. J'ai eu la chance d'avoir une famille très soudée qui me porte dans tout ce que je fais par rapport à cette histoire. Et mon frère et ma sœur m'ont accompagnée. On était tous en vacances en famille, c'est l'été, il y a les anniversaires, tout ça, mais on a quand même fait 8 heures de route dans la journée pour aller la voir. Et ça a été un peu compliqué parce elle niait tout, mais d'un autre côté, elle disait des choses qui validaient tout ça en fait. Par exemple, dire que elle a toujours protégé son mari et vice versa. Mon frère lui a demandé s'il y avait eu beaucoup d'enfants, s'il y avait eu d'autres victimes. Puis elle lui répondait quand vous aurez l'âge de mon mari, que vous aurez des enfants, on verra ce que vous ferez. Presque elle justifiait
Elle justifiait son comportement. Elle m'a donné l'image d'une femme effrayée par son mari, même après sa mort, qui a passé sa vie dans le silence et qui, même aux portes de la mort, ne dira jamais rien, quoi. Et on est resté 2 heures avec elle, où il y avait de temps en temps des petits indices comme ça qui validaient l'hypothèse qu'il s'était passé quelque chose. Et à la fin de ces 2 heures, elle a demandé à me voir seule. Je pense que mon frère l'agaçait énormément avec ses questions, qu'elle avait aussi envie de s'en débarrasser. Et donc je suis restée un petit moment seule avec elle. Et elle commence à me parler de la vie de son mari, de son travail, tout ça. Et je lui dis que ça m'intéresse absolument pas de connaître sa vie, que je n'en avais rien à faire. Et que si elle avait rien d'autre à me dire, qu'elle me disait pas la vérité, je m'en irais. Et puis voilà, point. Et j'ai vraiment cru qu'il allait se passer quelque chose. J'ai eu le sentiment que c'était au bord de ses lèvres, mais qu'il y avait toujours cette espèce de cadenas qui faisait que ça restait pas possible. Mais ce qui m'a un peu fait mal, c'est que je lui ai dit quelque chose que je savais faux, mais qui la ferait réagir en fait. Et que seul quelqu'un qui savait ce qui s'était passé pouvait réagir comme ça. Et elle m'a traitée de menteuse. Tu lui as dit quoi ? Je lui ai dit que sur les résultats de l'analyse du pédiatre, c'était... Enfin, qu'il y avait eu des traces du viol et que voilà, on pouvait pas mentir là-dessus. Et à l'époque, elle a insisté auprès de mon père pour que je me fasse examiner par le pédiatre. Parce qu'on pense qu'elle savait très bien ce qui se passait et qu'elle savait qu'il n'y aurait pas de traces visibles, si on peut dire ça comme ça. Et donc quand je lui ai dit que sur le rapport, il y avait... Voilà, que c'était écrit, il n'y a même pas eu de temps de réaction, elle m'a crié dessus en me disant menteuse. Alors qu'à aucun moment, pendant les 2 heures qui avaient suivi, elle a eu cette réaction. C'est un peu clôturé la conversation, quoi. Et t'avais été en contact avec leur fils aussi, c'est ça ? Non, parce qu'en fait, je voulais pas le mêler à tout ça. Pour moi, c'est une histoire de ses parents et j'avais pas envie de mettre la pagaille dans la famille. Moi, je connais pas leur vie, ça se trouve, ils ont vécu des choses horribles et j'ai pas envie de rajouter ça. Après, je sais que ma mère lui a envoyé un SMS pour lui dire voilà, qu'on était allé voir sa mère, ma nourrice, et qu'elle aimerait qu'il nous tienne au courant quand sa mère serait décédée, en fait. Et voilà, j'ai laissé faire parce que je pense qu'on a chacun notre chemin, notre petit bout de chemin à faire, et qu'on n'avance pas à la même vitesse, on ne prend pas les mêmes raccourcis. Et voilà, moi j'étais plus dans l'optique de voilà, pas le mêler à tout ça, même si je pense qu'il est au courant. Mais j'ai laissé faire ma mère parce que je sais qu'elle a une culpabilité monstrueuse par rapport à tout ça. Et voilà, si ça peut l'aider, qu'elle le fasse. Cette femme, elle sait que t'as porté plainte ? Ouais. Je lui ai dit, quand je suis allée la voir, je lui avais écrit une lettre parce que j'avais peur d'avoir rien à lui dire en fait, en face à face.
Et dans cette lettre, je lui ai dit que j'avais porté plainte, que même ça, même la justice, son mari me l'avait enlevé, que j'avais aucune haine envers eux et que j'avais des moyens de me venger mais que je le ferais pas. Que j'avais juste de la colère. Je lui ai dit qu'ils avaient détruit ma vie tous les deux, que j'ai emprunté des chemins que j'aurais aimé ne pas prendre à cause d'eux. Mais voilà, c'était une lettre pour lui expliquer à quel point j'étais en colère contre eux, mais que ma famille était plus forte que tout ça, que ce silence, que ces gens malsains en fait. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es de ton parcours de reconstruction? C'est comment t'as fait? T'es allée voir un psychiatre, c'est ça? En fait, j'étais allée voir un psychiatre pour ma dépression à la base. Et quand elle a eu vent de cette histoire, elle m'a dit que mon état actuel n'avait rien à voir avec tout ça. Et elle a balayé ça d'un coup de main et voilà. Donc ce jour-là, c'est la dernière fois que je l'ai vue parce que... Enfin, je vais pas dire qu'elle est incompétente, mais pour moi, ça a été une grande claque et je me voyais pas retourner auprès d'elle. Je suis allée voir une autre psychologue avec qui ça se passait bien, mais on restait en surface en fait. On n'allait pas en profondeur et ça m'aidait pas à avancer. Ça remuait à tout ça, mais ça guérissait pas. Et au final, j'ai trouvé une psychologue qui est spécialisée, qui est formée en victimologie et qui, elle, par contre, m'aide énormément. Elle met des mots sur ce que j'arrive pas à dire. Elle m'explique ce qui se passe dans ma tête. Enfin, voilà, elle me déculpabilise. Enfin, ça me fait vraiment énormément de bien. Et j'ai aussi fait des rencontres de justice restaurative. C'est quoi ça? C'est des rencontres entre victimes et auteurs de mêmes faits. Donc là, c'était avec des pédocriminels et des victimes qui ont été agressées pendant leur enfance. Ça se fait sur 5 séances, à raison d'une fois par semaine. Et bizarrement, ça m'a apporté un apaisement fabuleux. Je suis sortie de là avec vraiment une sérénité, beaucoup moins de colère. Je l'ai senti à la fin de ces séances, une colère qui me pesait physiquement, quoi. Je me suis sentie plus légère. Et c'est vraiment une expérience unique où on avait le droit de vraiment dire ce qu'on pensait sans être dans le jugement. C'était quand même très sécurisé à ce niveau-là. On avait le droit d'être cru, on avait le droit de poser les questions qu'on voulait. Et ces gens qui avaient commis des actes de pédocriminalité. Et les premières séances sont très difficiles, hein, voilà. C'est pas le monde des bisounours non plus. Mais voilà, on se voit une fois par semaine, on rentre un peu dans la vie des gens et l'air de rien, on crée des liens et on s'aide les uns avec les autres à se reconstruire, à guérir. Et c'est une expérience que je referai sans hésiter. Donc ça, couplé à cette psychologue que j'ai rencontrée, ça m'a fait faire des bonds de géant. Du coup, t'en es où aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis toujours suivie par cette psychologue. Tu la vois à quelle fréquence? Une fois par semaine. La justice restaurative s'est terminée il n'y a pas longtemps et on se voit en janvier pour faire un petit bilan, puis après ce sera définitivement clôturé. Et
je me reconstruis tout doucement. Trop doucement à mon sens. Mais ouais, c'est difficile, il y a beaucoup de choses à digérer. Puis pendant très longtemps, je me suis focalisée sur ces souvenirs qui n'étaient pas là et qui me manquaient. Puis, mais bon, après, on regarde en arrière, on voit tout ce qu'on a fait. J'ai aussi pu en parler à ma famille parce que personne n'était au courant. En dehors de tes parents et de tes... Et ouais. Parce que on leur avait pas imposé le silence, mais c'était un peu le mot d'ordre à l'époque, et même à leur propre famille, ils en avaient pas parlé du coup. Et tout à l'heure, je parlais du poids physique qui pèse, ça en fait partie aussi. Quand j'en ai parlé à ma famille, ça a été un stress énorme de savoir comment ils allaient réagir, de savoir si j'allais être entendue, si on n'allait pas me tourner le dos. Tu l'as dit à qui, par exemple, dans le reste de ta famille? À tout le monde, en fait, à mes cousins, aux oncles et tantes. Et j'ai été agréablement surprise parce que je leur demandais juste une chose, c'était de m'envoyer ne serait-ce qu'un mot pour me dire qu'ils avaient bien lu ma lettre. Parce que je leur ai dit que le silence des institutions et des professionnels, j'avais appris à faire avec, mais que le silence de ma famille, ce serait pas possible. Et j'ai eu la chance d'avoir énormément de réponses et un amour incommensurable. Et pourtant, je leur ai dit ça, on venait de vivre 2 deuils dans la famille, enfin vraiment, ouais, c'était pas le moment, comme je disais tout à l'heure, il n'y a jamais de bon moment, mais là vraiment pour moi c'était pas le bon moment, et pourtant j'ai été soutenue à une mesure que je n'osais même pas imaginer. Mais c'était quand même important pour toi de le faire à ce moment-là. En fait, ça a été nécessaire, presque vital, parce que justement il y avait eu ces 2 décès. Je m'étais sentie entourée de tout leur amour, de tout leur soutien, et dans cette atmosphère-là, il y avait mon secret qui me pesait, et quand je les voyais, j'avais l'impression de leur mentir, de pas pouvoir être moi-même, et j'arrivais plus à être celle dont je renvoyais l'image depuis toutes ces années, celle qui est discrète mais qui a quand même le sourire, qui est quand même là pour les autres. J'y arrivais plus du tout, fallait que ça sorte, quoi. Je sentais que c'était le moment, même si les gens étaient en deuil. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter? S'il y a bien une chose que je peux dire à toutes les personnes qui ont un secret, qui soit lourd, pas lourd, petit, énorme, juste d'en parler. Et même si la première personne à qui on en parle, elle nous entend pas, elle nous renvoie ses propres peurs, elle nous renvoie son envie de silence, de persister en fait. Parce que moi j'ai rencontré plein de gens qui m'ont fait douter, qui m'ont fait envie de me cloîtrer, de me taire. Et avec le temps, je vois que parler fait un bien fou. C'est vital, ça redonne de l'énergie, ça donne envie de se battre. Puis grâce à ça, on rencontre des gens qui ont traversé les mêmes choses, qui nous comprennent. Et ça aussi, c'est un bénéfice inestimable de pouvoir être avec des gens qui comprennent ce qu'on a vécu, ce qu'on traverse. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de témoigner aujourd'hui? C'est une envie que j'avais
depuis un petit moment, mais que je n'osais pas franchir le cap, je savais pas comment le faire, je savais pas comment j'avais envie de le faire. Et puis j'ai eu ce mail et je me suis dit bon allez j'y vais. J'ai pas trop réfléchi. Je mentirais en disant que j'ai pas stressé et que ça n'avait pas été il y a eu quelques jours d'angoisse énormes, voilà. Mais c'est pour qu'il y ait des personnes qui entendent qu'elles sont pas seules, que malheureusement il y a énormément de personnes qui ont traversé ça, des personnes qui peuvent se soutenir mutuellement et de briser ce silence. Moi on a imposé le silence à mes parents, on me l'a plus ou moins imposé aussi et je sais pas, c'est pas un droit, c'est pas un devoir le silence, voilà, faut qu'il se brise. Comment tu te sens là maintenant après avoir dit tout ça? Ça va, j'ai un peu remué. Je pense qu'il y aurait encore 1000 choses à dire, mais s'il y a ne serait-ce qu'une personne à qui j'ai pu faire du bien grâce à une phrase, un mot, peu importe, ce sera bien au-delà de mes espérances. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour nous soutenir, aidez-nous à faire connaître les mots du silence en favorisant sa diffusion. Abonnez-vous à la chaîne, likez cet épisode. Vos commentaires nous sont aussi précieux, alors parlez-nous de ce qui vous a aidé à avancer. L'idée, c'est que ce podcast aide le plus de personnes possible. Parlez-en autour de vous, transférez à d'autres à qui cela pourra être utile. Merci pour votre soutien, votre attention et votre écoute.